Oui. Donc, on souhaite la bienvenue à notre sixième séminaire de la saison. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir professeur Ernest Lowe qui va nous faire une présentation, tenir son séminaire sur l'utilisation des projections socio-sanitaires en surveillance. Alors, professeur Lowe, je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont présentes dans la salle, ainsi que les gens qui assistent par web diffusion sur Facebook, qui sont nombreux d'ailleurs. Alors, professeur Lowe est statisticien et chercheur d'établissement à l'Institut national de santé publique du Québec et professeur associé au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail à l'Université McGill. Donc, son séminaire sur les projections socio-sanitaires va présenter un outil qui est utilisé en planification en santé publique, notamment pour prévoir l'évolution de l'ampleur des problèmes de santé, les coûts et les services associés, entre autres choses. On va lui laisser la chance de nous présenter l'utilité des projections de façon plus générale en santé publique. Donc, on vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci à tous pour venir. Je vais parler aujourd'hui de l'utilisation des... Est-ce que c'est connecté? Non, c'est pas connecté. Ah, on a oublié un petit. Excusez-nous. Voilà. Ok, super. Et donc là, ici. Donc, oui, voilà. Ok, parfait, merci. Alors, encore une fois, je vais parler de l'utilisation des projections socio-sanitaires en surveillance. Et surtout, je vais parler des projections ici au Québec, dans le réseau de santé publique. Ma présentation va donner une perspective complémentaire à la présentation antérieure de le professeur Zinzer, que peut-être vous avez assisté. Alors, je vise à donner un survol des projections dans le réseau de santé publique du Québec et aussi à discuter les défis en jeu dans leur utilisation. Ça, c'est la structure de la présentation. Alors, je vais parler pourquoi on s'intéresse aux projections. Puis, je vais donner 3 exemples concrets des études qui étaient déjà faites ou sont en cours, les projections de cancer, projection de poids corporel et notre utilité de projection. Chaque étude avait des défis et enjeux particuliers, des contextes particuliers. Finalement, je vais terminer avec les conclusions. Et c'est possible, je vais aller un peu rapidement pour assurer qu'il y a assez de temps pour les questions. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux projections au Québec? La surveillance classique, ça comprend quoi? Ça comprend les analyses des tendances de la santé, des indicateurs de santé comme le cancer, la santé mentale, les accidents, d'analyser leurs tendances spatiales et temporelles historiques. On travaille avec les données observées. Et ensuite, on fait des portraits de santé. On fait des portraits de plusieurs indicateurs. Comme ça, on évalue l'état de la santé de la population. Et puis, on espère que ça pourrait être utilisé pour faire la planification. Alors, voici quelques produits typiques de notre institut. Ça, c'est de 2016 et ça, c'est de 2011. Et, mais, si on pense de la planification, c'est en fait un exercice pour planifier pour le futur. Alors, il manque un composant important parce qu'on n'a pas le futur dans les portraits. On a des données observées qui sont toujours dans le passé. Alors, la surveillance, comme j'ai mentionné, c'est pas seulement l'analyse des données, mais c'est toujours l'analyse des données qui vise une action. Toutes nos analyses ont pour objectif d'aider ou guider la planification qui inclut l'intervention, allocation des ressources ou la prise de décision. Alors, c'est vraiment une analyse, un genre d'analyse proactive. Alors, les projections sont donc utiles
pour prévoir l'ampleur des problèmes de santé, comme le fardeau de l'obésité, des hypertensions, des maladies chroniques, de sensibiliser les décideurs sur la nécessité d'agir s'il y a des tendances inquiétantes. On veut prévoir des situations mauvaises dans le futur, d'évaluer si les cibles seront atteintes. Les cibles de santé sont une stratégie très répandue de planification. Les gens, les décideurs, même les politiciens, mettent les cibles de santé, par exemple, une baisse des inégalités de mortalité, par exemple, pour motiver la population, pour inspirer les gens et pour, en fait, qu'est-ce qu'on dit, pour impressionner la population. C'est comme une plateforme de vote, même. Les projections, c'est important pour déterminer comment allouer les ressources futures, comme quels sont le nombre de lits futurs qu'on a besoin de financement, il faut allouer au service de dépistage. Finalement, c'est un peu étonnant, mais les projections sont utiles aussi pour mesurer la santé actuelle de la population. C'est parce que on n'a jamais les données actuelles. Les données sont toujours 2 ou 3 années minimum dans le passé, parce qu'il faut être un pré-traitement. Alors même pour savoir la santé actuelle maintenant de la population, en fait, il faut faire un genre de projection. Et les gouvernements autour du monde, surtout dans le cancer, utilisent les projections pour cette fin. Alors, on était critiqué dans la surveillance, en fait, par le décideur qui a dit que on présente toujours les vieilles données. Alors, la seule façon de contourner ça, en fait, c'est de faire un exercice de projection. Alors, étant donné la pertinence des projections, en fait, comme ailleurs au Québec, les projections ne font pas partie de nos pratiques standards. Alors, la question c'est, alors, pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche de faire les projections? Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas, étant donné leur pertinence et utilité? Alors, c'est parce que les méthodes standardisées n'existent pas. Pour chaque indicateur de santé, chaque type de données, il y a des enjeux différents et il y a des méthodes différentes pour les analyser. Aussi, si on voit dans la littérature, il n'y a presque jamais un consensus sur la meilleure méthode. Chaque chercheur, chaque agence utilise une méthode différente. Le futur est intrinsèquement incertain, c'est-à-dire c'est impossible de créer des modèles parfaits qui tiennent compte de tous les facteurs. Alors, il faut toujours faire une genre d'approximation. Et ça c'est considéré un peu risqué, de faire des projections, de donner ces chiffres aux décideurs, mais qui contient plusieurs des approximations et suppositions. Alors, les gens tendent à éviter cette situation. Alors, un haut niveau d'expertise et de ressources est donc requis. Il faut avoir l'expertise à la fois méthodologique pour développer ou choisir ou identifier une méthode propice, et ensuite une expertise thématique, une bonne compréhension de l'indicateur de santé particulier, de chaque indicateur de santé et son épidémiologie, afin d'interpréter et juger si la projection est raisonnable, si le modèle est raisonnable et prend compte des facteurs qui sont considérés importants. Alors, il y a des défis à surmonter pour faire les projections en surveillance. La situation au Québec est en fait particulière parce que les projections sont inscrites en fait dans notre loi de santé publique. Ça, c'est un cadre qui définit nos actions et responsabilités. Alors, la finalité 5 de surveillance, c'est d'élaborer des scénarios prospectifs de l'état de santé de la population. Alors, ça nous donne le mandat, les droits de faire les projections. Et en fait, ça implique que si on travaille dans la surveillance, c'est attendu qu'on a le pouvoir ou la capacité de faire les projections. Pour terminer cette section, je vais parler de la situation au Québec. Alors, en 2001, la loi de santé publique était mise en action. En 2007, on a fait une évaluation de l'état de la situation et on a sondé les acteurs principaux et on a constaté à ce temps que
il y avait un manque d'expertise et de ressources, que les gens hésitent de faire les projections à cause de ce manque d'expertise et de ressources, et ils demandaient l'aide de l'Institut national de santé publique. Alors, à ce temps, l'Institut est devenu un partenaire important. Et le travail était un peu centralisé, et je vais parler de ça plus tard. En 2008, nous avons sorti un rapport qui donnait un tour d'horizon des approches différentes. Finalement, en 2013, on a fait nos premières projections de cancer. En 2014, les projections de poids corporel. En 2014 aussi, le DSV de Laval a proposé une approche radicalement différente que j'appelle l'utilitaire, qui est une approche autonomie de l'utilisateur. Et je vais parler de ces trois sujets dans la présentation. Finalement, en 2018, nous avons commencé les projections des maladies chroniques. On a aussi sondé nos acteurs et ils ont exprimé un intérêt de projeter les maladies chroniques. Alors ça, c'est notre priorité de maintenant. Je vais commencer alors avec le premier exemple, les projections de cancer. Alors, c'est notre première analyse. Le cancer est une maladie qui donne un des plus grands fardeaux de la santé. C'est alors de grands intérêts pour la santé publique et pour la planification des ressources. C'est caractérisé par les données administratives de haute qualité. Il y a des registres de cancer. On a mesuré toute la population, toute l'incidence de cancer dans toute la population à chaque année pour des décennies. Alors, c'est une situation un peu spéciale et idéale où on a des très bonnes qualités de données. Alors, pour le cancer, on a identifié dans la littérature une approche qui s'appelle NordPred, qui a été développée en Scandinave pour les pays nordiques en Europe. Et cette méthode est très rigoureuse et validée. Alors, encore une fois, c'est à cause de la haute qualité des données. En fait, c'est encore mieux en Europe du Nord. Ils sont toujours, ils semblent, les meilleures données de surveillance jusqu'à les années 50, en fait. Ils ont toutes les données de cancer à chaque année de l'année 50. Alors, c'est vraiment des longues séries de données. Et ils étaient capables de faire une validation très détaillée où ils étudient plusieurs types de modèles, plusieurs types de paramètres, et ils ont testé la performance du modèle dans les données historiques. Alors, il aurait pu prendre 25 des années, par exemple des années 50 à années 65, et projeter les données de années 75 jusqu'à années 2000, et puis comparer la performance de la modèle d'une façon détaillée avec les données qui déjà existent. Alors, ça, c'est une situation très idéale pour développer un modèle performant. Et le modèle NordPred représente ce modèle qui était optimisé avec ces données historiques. Alors, comme j'ai dit, c'est optimisé, validé, et l'utilisation de ce modèle est maintenant répandue. C'est utilisé autour de l'Europe, pour le Canada, aux États-Unis, même en Asie. Alors, on a adopté cette approche. Le code était disponible par les auteurs. Je vais juste décrire l'approche. C'est un modèle qui s'appelle un type âge, période, cohorte. Alors, le cancer a beaucoup de facteurs de risque. Des fois, ils sont connus, des fois, ils ne sont pas connus. Des fois, on connaît peut-être 2/3 des facteurs de risque, comme le tabagisme ou comme l'exposition à l'environnement. Mais il y a toujours une partie inconnue. Ils sont des risques diffus. Mais on pense que tous les risques agissent soit comme un facteur lié avec l'âge, soit comme un facteur de période, c'est-à-dire temporel, ou soit un facteur de cohorte. Alors, ce modèle, c'est comme il tient compte de ces trois facteurs, âge, période, cohorte, et on fait la supposition que tous les facteurs de risque, n'importe quoi, peut être comme agrégé dans un de ces facteurs qui représente des proxys. Alors, c'est une approximation, mais ça marche très bien, qui indique que la supposition est valide. Alors, il y a le facteur âge,
A, P, période, C, cohorte. Il y a aussi un facteur de drift qui est comme un facteur de période calendrier qui aide la validité de la modèle. Le facteur période, c'est comme un facteur temporel. S'il y a un changement d'environnement, ça se passe dans un moment précis dans le temps et ça va affecter tous les gens, n'importe leur âge et cohorte, par exemple. L'effet de cohorte, c'est un effet générationnel, comme notre alimentation, notre habitude de tabagisme. Par exemple, toutes ces choses dépendent peut-être quand on était né, quelle génération on vient, nos valeurs. Alors, on ajuste ces modèles, le modèle sur les données, puis on fait une extrapolation. Et ça, c'est comment le modèle marche. Alors, je vais passer aux résultats. On peut discuter le modèle plus si vous êtes intéressé plus tard. Et comme j'ai mentionné, ils ont testé plusieurs modèles. Ça, c'est le modèle qui performe le mieux, qui décrit le mieux des tendances de cancer. Et aussi, ils ont optimisé le modèle sur les données. Alors, voici quelques résultats. On a fait, ça, c'est l'incidence du cancer pour toute la population au Québec pour les sexes réunis. Alors, on voit les données historiques en bleu et les projections en gris. Et les taux brut, c'est en vert. Et le taux ajusté par âge, c'est en bleu. Et on voit que le taux brut augmente continuellement. Il y a plus en plus des cas de cancer chaque année au Québec. Et ça, c'est parce que, bien sûr, à cause de le vieillissement. Le cancer, l'incidence, la probabilité de cancer augmente rapidement avec l'âge. Mais le taux ajusté, si on ajuste contrôle pour cet effet d'âge, on voit que le taux d'incidence reste stable. Et ça, c'est à cause des deux facteurs qui jouent. C'est le cancer de poumon qui est l'effet dominant. Et le cancer du poumon, il diminue chez les hommes parce que les hommes ont décroché dans le passé, premièrement. Et ça commence à stabiliser pour les femmes. Alors, ces deux tendances donnent une stabilité à le taux d'incidence total. Et c'est projeté d'être stable aussi. Puis, on a projeté aussi la mortalité du cancer. Encore une fois, le taux brut est en vert et ça indique une augmentation. Encore une fois, lié avec l'effet de vieillissement. Et il y a le taux ajusté qui diminue. Et encore une fois, c'est à cause des tendances de le cancer de poumon. Mais si on voit le partie en gris, on voit que au-delà de continuer la tendance, le modèle prédit comme une décélération. Et ça, c'est soit un effet d'âge ou soit de cohorte dans le modèle. Alors, on voit il y a comme un mécanisme interne du modèle. Ce n'est pas simplement une extrapolation simple des données. Il y a les mécanismes qui donnent des prédictions qui sont peut-être pas intuitives. Si on voit les données, si on juste regarde les données globalement. Alors, les projections pour le cancer on les a faites pour chaque des 18 régions sociosanitaires. Alors, on voit les tendances, la distribution des tendances dans l'espace. Et on fait aussi pour un ensemble des sièges. Alors, même que l'épidémiologie de chaque siège est distincte et différente, l'approche de grouper tous les facteurs de risque particuliers dans les proxys de âge période cohorte semble marcher très bien. Et bien sûr, on l'a fait pour les hommes et les femmes séparément. Okay, pour donner une sommaire, pour les projections de cancer, c'est une situation un peu idéale. Il y avait disponible dans la littérature un modèle existant et validé, et la disponibilité des données de bonne qualité à chaque année. C'est surtout pour les cancers qu'ils sont utiles pour la latence. Maintenant, au Québec, il y a une situation où le registre de cancer, la dernière année des données de qualité, c'est en fait 2010. Il y a un délai dans nos données. Je pense que c'est à cause d'un changement de système de codage. Et c'est vraiment à cause de ça que les projections sont vraiment utiles. Parce que maintenant, la seule façon de connaître l'état de la santé de la population au sujet des cancers après 2010,
c'est d'utiliser les projections. Ils sont utilisés par le ministère de Santé et aussi les acteurs régionaux pour cette fin. Et je vais juste dire que la validation du modèle était faite d'une façon globale. Alors, c'est le modèle qui performe le mieux globalement, mais pour chaque siège de cancer ou chaque région, il pourra avoir des erreurs. Alors, il faut garder ça en compte. C'est le modèle qui performe le mieux, mais en principe, idéalement, on aurait pu peut-être considérer l'épidémiologie particulière de chaque siège et construire un modèle particulier. Mais ce n'est pas toujours pratique de prendre cette approche. Alors, il faut vivre même qu'il pourrait avoir une erreur particulière dans un siège, globalement, on minimise l'erreur avec ce modèle. Et je vais passer aux projections du poids corporel. Et ça, c'est dans un autre exemple concret, mais dans un contexte très différent, avec des enjeux différents aussi. Alors, c'est un bon contraste. Les données de poids corporel, comme les habitudes de vie, ça n'existe pas dans le recensement ou dans les données administratives. Alors, il faut recourir aux données d'enquête. C'est la seule façon de mesurer comme mais c'est pas le seul, mais c'est une des seules façons de mesurer les tailles et l'auteur des gens et leur habitude de vie. Les données d'enquête sont moins bonne qualité, ils sont très variables, ils sont irrégulières dans le temps. Les séries temporelles ne sont pas si longues que le cancer. Alors, c'est difficile de faire la validation. Et ils sont très hétérogènes. Alors, des fois, c'est le gouvernement du Canada qui fait les enquêtes. Des fois, c'est le gouvernement du Québec. Des fois, c'est une enquête qui est une sous-volet d'un autre thème, comme le poids corporel, qui spécialise dans le poids corporel. Ou des fois, c'est une enquête qui vise à étudier la santé du Canada totalement. Alors, avec un petit échantillon, ou c'est une enquête qui vraiment vise chaque province. Alors, c'est une enquête avec plus d'échantillons pour le Québec. Alors, je vais vous montrer les données les séries temporelles pour le Québec qu'on peut accéder. Et on peut voir que l'espacement des données sont très variables. Au début, c'est des enquêtes du Québec. Plus tard, c'est l'enquête de santé des comités collectifs de Statistique Canada. On voit au début aussi des enquêtes avec une grosse variabilité. Ça c'est l'enquête nationale de santé de la population menée par Statistique Canada. Et après ça, c'était remplacé par le ESCC qui avait une plus grande échantillon. Mais il faut vivre avec les données qui existent et on fait le mieux que possible. Alors, c'est une situation différente que le cancer. Et aussi, la méthodologie, si on cherche dans la littérature, les méthodologies sont très diverses. Il n'y a pas de consensus. Il y a une multiplicité des méthodes. Il y a les microsimulations, les modèles de transition, Markov, qui utilisent les probabilités de transition. Il y a plusieurs types de régression, le multiple, simple, le GEE, et aussi multinomial. Alors, on a dû réfléchir beaucoup sur nos besoins et notre application, et nous avons choisi une méthode qui est la méthode de régression compositionnelle. Alors, je vais parler un peu de le contexte de ce choix. Notre objectif était vraiment d'étudier pas seulement les gens dans la catégorie obèse, qui est peut-être la catégorie la plus célèbre, mais on voulait étudier la santé de toute la population. Alors, on voulait étudier toutes les catégories de poids et son évolution. Alors, les populations se divisent en 4 catégories de poids. Peut-être vous êtes déjà familier avec ces catégories. C'est insuffisance, normale, embonpoint et obèse. Et ils sont tous les proportions qui doivent s'ajouter à 100%. Alors, on voulait projeter 4 proportions simultanément avec la contrainte qui s'ajoute toujours à 100%. Alors, ça ajoute des besoins méthodologiques aussi. Alors, la régression compositionnelle nous permet de faire ce genre de projection et aussi il tient compte de la corrélation entre les 4 catégories.
Et on a même ajouté une innovation. Comme vous avez vu, les variabilités des données sont très différentes dans le temps. Alors, on a ajouté une pondération qui tient compte de cette variabilité. Alors, je vais passer avec les résultats. Et voici les résultats pour chacun des 4 catégories. On voit ici les données qui sont en bleu, la projection en noir. Ça, c'est l'incidence de poids, la plus petite catégorie de poids. Et des gens qui ont le plus petit poids aussi. Et on voit qu'il y a une légère diminution chez les hommes de 20 ans et plus. On voit une diminution de la catégorie des gens dans le poids normal. On voit que les hommes en bon point restent stables. Et puis, les proportions des hommes obèses augmentent toujours. Et les tendances sont les mêmes pour les femmes aussi. Alors, on voit que c'est vraiment, en fait, c'est le même que le Québec, la prévalence absolue d'obésité est moins que les autres provinces, aussi les autres pays. Les tendances sont à la hausse. Et c'est le même dans les autres pays aussi. Et ces projections, collectivement, indiquent une augmentation globale dans toute la population. On voit que les gens en poids normal, il y a moins en moins de gens en poids normal parce qu'ils deviennent en bon point et les gens en bon point passent à l'état d'obésité. C'est pour ça qu'il y a une stabilité apparente dans l'embonpoint, mais c'est parce qu'il y a un déplacement continu de le poids dans la population. On voit aussi que, en fait, dès 2013, la plus grande proportion, en fait, c'est pour les hommes, c'est en bon point. Alors, en avant, on appelle la catégorie normale parce que ça représente la majorité, mais maintenant, la majorité a changé. La majorité est en fait l'état de en bon point. Donc, ça, c'est l'indique le déplacement du poids. Pour ces projections-ci, on avait un groupe de travail et on voulait vraiment sortir les applications pour démontrer l'utilité des projections. Parce que ça reste une de nos premiers exercices de projection. On voulait essayer de convaincre nos collègues et les acteurs de l'utilité des projections. Alors, on a fait quelques applications. Ça, c'est une application très intéressante. C'est possible de décomposer l'effet du vieillissement dans les tendances. Le vieillissement pour la santé publique, c'est une des forces majeures. C'est-à-dire, avec le vieillissement, plusieurs des problèmes de santé augmentent dans leur ampleur et dans leur besoin de ressources. Parce que toutes les maladies chroniques, par exemple, augmentent avec le vieillissement. Alors, on a posé la question, quel est le rôle du vieillissement dans le poids corporel, surtout l'obésité? Alors, on était capable de décomposer l'effet de changement de la population, du vieillissement, et la tendance séculaire. Et on voit que si c'est seulement la population qui évolue, que la tendance projetée serait presque stable. Alors, c'est un résultat très intéressant qui dit que le vieillissement va jouer presque aucun rôle dans l'augmentation prévue de l'obésité. Et peut-être c'est une bonne nouvelle dans ce cas, parce que ça indique que l'augmentation future de l'obésité est potentiellement évitable. Si c'était causé par le vieillissement, on peut faire presque rien. On ne peut pas contrôler le vieillissement, mais parce que ce n'est pas fait par le vieillissement, ça implique que c'est causé par les facteurs de risque, les habitudes de vie, l'environnement, et dans ce cas, la santé publique peut jouer un rôle. La deuxième application, c'est de mieux déterminer les cibles. Comme j'ai dit, les gouvernements font souvent des cibles dans le programme pour motiver les gens, pour inspirer les acteurs de santé publique et ailleurs. En 2006, au Québec, le plan d'action gouvernemental a précisé une réduction de 2% dans la prévalence de l'obésité chez les adultes. Alors, au premier vue, ça semble raisonnable. En 2006, la prévalence était 14,9% et une baisse de 2% semble pas trop grande, peut-être c'est atteignable. Mais si on prend en compte les données temporelles et ensuite on fait une projection, on voit que la difficulté est plus que prévue parce que
pour avoir une baisse de 2%, il faut comme contourner toute une tendance historique. Dans la tendance historique, la prévalence d'obésité n'a jamais diminué. Alors, ici, on ferait une projection. On voit que la valeur projetée en 2012 serait 17,2%. Alors, les projections indiqueraient que, en fait, la réduction serait essentiellement 4,3% au lieu de 2%. Et si les projections étaient utilisées pour planifier le cible, peut-être le cible aurait été plus faisable, plus raisonnable. Mais en fait, c'est pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Il y a plusieurs exemples. Aux États-Unis, par exemple, dans l'OMS, ils ont précisé le même genre de cible pendant les années 2000. Et dans tous les cas, il n'y a aucun cible qui était atteint à cause de la hausse continue de la prévalence. Alors, c'est encore une fois, on voulait vraiment démontrer alors l'utilité potentielle des projections pour la planification. Alors, pour donner un sommaire, pour le poids corporel, c'est un contexte très différent. Alors, on a utilisé aussi alors une approche très différente. On ne pouvait pas du tout utiliser la même approche utilisée pour le cancer. C'est moins validé, mais on n'a pas les données pour faire le même genre de validation. Il y a plus d'incertitudes. On a fait une collaboration étroite avec les experts thématiques pour sortir les applications. On a aussi consulté avec nos partenaires régionaux. Et c'était un exercice, en fait, en plus de faire les projections, c'était un exercice pour promouvoir les projections dans le réseau de la santé publique. Les deux exemples précédents représentent ce que j'appelle une approche centralisée. C'est-à-dire, c'est notre institut qui fait le développement, qui fait l'analyse, qui ramasse les données et ensuite fait les projections. Et après ça, on diffuse les résultats à nos clients, les ministères de santé et les acteurs régionaux. Mais c'est une approche, on a constaté que ce n'est pas une approche qui est faisable. Par exemple, dans nos portraits, il y a des centaines d'indicateurs. Alors, si on veut vraiment faire des projections pour tous nos indicateurs, et si chaque projection, ça prend une revue de littérature, une analyse, peut-être 6 à 12 mois minimum, si on multiplie par 100, on voit que c'est pas faisable. Et souvent aussi, le gouvernement demande des réponses rapides. Ils sortent un programme, comme je vais montrer, avec 9 cibles. Et il veut une évaluation rapide de ces 9 indicateurs. Alors, si on prend le temps de faire 9 projections rigoureuses, ça va prendre 9 années. Et il veut ça, en fait, dans 3 mois. Alors, on a constaté que les exercices étaient intéressants, ils sont utilisés, mais peut-être on peut chercher une autre approche aussi. Alors, on passe donc à l'approche utilitaire de projection, comme j'ai dit, qui est sortie en 2014. C'est une idée proposée premièrement par nos collègues dans le DSP de Laval, mais maintenant on prend, c'est nous qui travaillons sur l'approche. Alors, dans cette approche, c'est une approche autonomie d'utilisateur, où on essaie de partager le travail et aussi les ressources. Alors, on va fournir un outil pour faire les projections rapides et simples, un logiciel en Excel, en fait, et on va donner la documentation, la formation, et ce sont les acteurs dans les régions, dans le ministère, les experts thématiques qui vont fournir les données, qui vont faire rouler l'utilitaire, paramétriser notre outil, notre logiciel, et puis interpréter les résultats. Alors, comme ça, on distribue le travail, mais aussi on distribue l'expertise dans le réseau de santé publique. Alors, je vais juste rapidement montrer l'utilitaire. La première version, le 1.0, est déjà sortie. Et pour ça, voici une image de la page d'accueil. C'est en Excel, parce que Excel est accessible à tout le monde. Alors, peut-être SAS est plus puissant, mais c'est pas tout le monde qui a SAS, c'est pas tout le monde qui peut programmer en SAS ou peut acheter une licence. Alors, on a programmé avec le langage VBA, qui est le langage des macros,
et tout marche en Excel. Alors, il a les menus d'interface, tu peux cliquer et faire des sélections. Alors, ça c'est la page d'accueil. Puis, ici, on voit la saisie des données. L'utilisateur met les séries temporelles de l'indicateur qu'il souhaite projeter dans les colonnes différentes. Et on met aussi une colonne pour la variance. Parce que s'il y a les données hétérogènes, comme pour le poids corporel, on va prendre ça en compte. Alors ici, on voit plusieurs paires de colonnes, parce qu'on veut projeter les cardiopathies chez plusieurs groupes d'âge simultanément. Alors, on peut faire les projections même en masse, comme ça. Puis, il y a une flexibilité. On peut faire choisir entre les paramètres pour avoir des options assez simples des modèles différents. On peut prendre en compte ou non la variance ou ajouter une pondération pour tenir compte de l'hétérogénéité. On peut choisir l'horizon de projection, mais étant donné la simplicité du modèle, on ne permet pas une projection plus que 15 années. Parce que la littérature indique que les modèles simples marchent bien pour les courts horizons, mais au-delà de ça, l'erreur pourrait augmenter. Finalement, on peut choisir des scénarios, c'est-à-dire si l'utilisateur ou l'expert thématique croit qu'il y a une tendance, il devrait avoir une tendance de décélération ou accélération, c'est possible d'imposer ça dans la projection, dans le modèle. Par exemple, dans les projections de poids corporel, il y avait un grand débat si l'obésité est en train de stabiliser ou non. Et les gens pensaient que même que ce n'est pas nécessairement prouvé dans les données, que l'obésité est en train de stabiliser. Alors, dans ce cas, on a choisi un scénario de décélération. Et on peut aussi choisir l'option d'avoir les graphiques. Alors, je vais montrer des résultats. Ça, c'est pour les taux d'incidence des cardiopathies. Et on voit des cours pour chaque âge. Et on voit ici que ça semble assez bien. Le modèle, même que c'est simple, ça ajuste bien aux tendances historiques et ça donne des extrapolations qui sont raisonnables. Et même que les modèles sont très simples, ils ne peuvent pas capter, par exemple, les points d'inflexion. À court terme, ça semble raisonnable. Alors, comme j'ai mentionné, ce genre d'utilitaire peut mieux répondre à nos besoins. Voici un extrait de politique gouvernementale de prévention de santé qui est sorti, je pense, en 2016. Et dans cette politique, qui était un effort de réunir tous les départements du gouvernement, non plus la santé, ils ont proposé 9 cibles qui viennent des domaines assez différents de santé, qui incluent par exemple le développement des enfants, le logement abordable, le tabagisme, la mortalité. Et si on veut aider à surveiller ces cibles ou les évaluer, comme j'ai mentionné, il faut être capable de faire les projections rapidement pour répondre à ces besoins. Alors, et les cibles sont d'habitude de assez court horizon. Pour ce cas, c'est d'ici 2025. Alors, l'utilitaire peut répondre à ce genre de besoins d'évaluation des programmes. Il y avait un ancien programme national de santé publique qui avait, je pense, 90 cibles. Alors, on a besoin vraiment d'une approche plus rapide et flexible pour faire les projections. Une autre application, voici un genre de portrait de santé, c'est disponible à tout le monde. Vous pouvez visiter le site. Et il donne un survol des tendances dans plusieurs types des indicateurs de santé. Encore une fois, si on vise à implanter les projections comme une pratique standard dans la surveillance, on pense à avoir des projections pour chaque indicateur de santé. On veut avoir non plus des tendances historiques, temporelles et spatiales, mais les projections. Donc, on voit, il faut utiliser une approche plus rapide et probablement simple, comme l'utilitaire, pour répondre à ces besoins. Alors, pour faire un sommaire, l'utilitaire permet les projections simples, rapides et en masse.
il exploite l'expertise des clients, c'est une approche distribuée. Il nous permet de répondre aux besoins de planification, comme les portraits et les cibles. Cependant, c'est très simple. C'est sûr que c'est pas si rigoureux comme une approche centralisée et détaillée. On doit fournir les ressources d'accompagnement. On a déjà sorti une guide, une PowerPoint narrée qui sert comme formation et on vise à donner une formation cette année, dans le printemps à nos acteurs. Et on va voir comment les gens réagissent si l'utilisation de ce logiciel va devenir répandue comme nous souhaitons. Et aussi, il y a des problèmes et des inquiétudes déjà soulevées. Par exemple, quand les gens font leurs projections propres, ils hésitent de faire des choix. Il a un malaise s'il n'y a pas une recette claire pour choisir entre les paramètres, pour choisir entre une accélération et une décélération, pour décider quel poids utiliser. Ils hésitent de le faire. Alors, encore une fois, c'est des défis à surmonter. Il n'y a pas toujours les critères noirs et blancs statistiques pour faire des choix. Et il faut utiliser les jugements basés sur les connaissances épidémiologiques des tendances dans chaque indicateur de santé. Mais ce n'est pas tous les utilisateurs qui sont à l'aise ou prêts à faire ce genre de jugement. Alors, on espère avec la formation, on va donner plusieurs exemples où on projette un indicateur de santé et on interprète les résultats, que ça va aider les gens à se sentir plus à l'aise. Alors, je vais passer rapidement aux conclusions. Pour les projections, une grande inquiétude, c'est les projections contiennent beaucoup de suppositions. En principe, pour faire une projection, il faut tenir compte, il faut connaître tous les facteurs de risque, le lien avec l'indicateur de santé et leur projection. Mais ce n'est pas possible. Alors, les projections sont des grosses simplifications. Alors, il faut être transparent, il faut comprendre les limites et interpréter les projections en lien avec les limites. Alors, les projections sont, on peut dire qu'elles sont basées sur les tendances historiques. Alors, c'est une projection si les tendances historiques vont continuer. Alors, si tous les facteurs de risque anciens jouent de la même façon. Ça, c'est une façon de les voir. Ou on peut dire que les projections sont qu'est-ce qui va passer si on ne fait rien. S'il n'y a aucune intervention, c'est qu'est-ce qui va passer. Et puis ensuite, les décideurs peuvent juger s'il faut avoir une intervention ou non afin de changer ce que la projection prédit. Ça, c'est une cotation qui a été utilisée dans une autre présentation de santé publique pour encourager les gens de procéder avec les interventions. Mais j'applique aux projections aussi. On ne peut pas faire les projections parfaites, mais les projections quantitatives sont mieux que rien. Et si on ne fait pas les projections, comme un directeur de santé publique a dit, les décideurs vont faire des projections à la main pour baser les planifications. Alors, c'est mieux de les faire, de ne pas les faire. Et finalement, les projections ressemblent un peu à l'analyse des scénarios alternatifs, qui est une approche en fait complètement qualitative, où les experts s'assoient pour dessiner les histoires plausibles. Et ça, c'est une technique très répandue dans le monde d'affaires, mais complètement qualitative. Alors, juste pour indiquer que ce n'est pas seulement la rigueur et le quantitatif qui mènent à des projections utiles. Alors, pour terminer, on souhaite que les projections deviennent un élément intégral de la surveillance en santé publique au Québec, mais comme j'ai mentionné, il y a des défis à surmonter et nous sommes en train d'essayer de surmonter ces défis et d'implanter l'utilisation des projections. Il y a des défis pour soutenir la planification et les prises de décision. Si on fait des projections et on présente les chiffres aux décideurs et les décideurs se basent à l'allocation des ressources sur ces chiffres, c'est vraiment une grande responsabilité. Alors, c'est vraiment mettre de pression pour assurer que les projections sont rigoureuses, ils sont justes et aussi ils sont bien interprétés.
Il y a des défis aussi, comme j'ai mentionné, pour soutenir les acteurs de surveillance, pour les encourager de considérer les protections dans leur pratique, pour expliquer ce qu'est une protection, comment les faire, comment les interpréter et leurs limites. Alors, comme j'ai mentionné, on espère que dans le futur, les protections vont devenir plus en plus standards dans la surveillance. Et alors, c'est fort possible, j'espère, que si vous travaillez dans la surveillance, que vous allez avoir l'opportunité de les utiliser. Merci. La première question qui paraît. Sinon, surveillance. Bon, la première question, c'est quoi? Par intérêt pour les étudiants en surveillance. Vous avez parlé d'une formation au printemps sur l'utilitaire. Oui. Est-ce que vous pensez que cette formation-là va être ouverte à plus que les professionnels en surveillance? Pensez-vous qu'il y aurait une possibilité d'inviter certains de nos étudiants en surveillance? C'est une question intéressante. Nous n'avons pas considéré cette possibilité, mais c'est sûr que les futurs professionnels de santé sont les étudiants. Alors, ça fait du sens. En fait, l'utilitaire est disponible. On souhaite que l'utilitaire est disponible publiquement. Alors, s'il y a un intérêt dans l'utilitaire de protection, je peux bien envoyer l'utilitaire aux gens qui sont intéressés, comme les étudiants, les chercheurs universitaires. Pour la formation, je vais garder ça en tête. Nous sommes en train de planifier la formation et je vais proposer ça à mes collègues. Donc, ça change. Donc, ce ne serait pas un nombre important. La priorité serait les étudiants de l'option surveillance de la maîtrise. Donc, on pourrait parler d'une douzaine de personnes, une quinzaine de personnes. Mais en fait, on vise que la formation sera en format webinaire parce qu'on a plusieurs gens dans la région. Il y a une opportunité qui vient dans la salle aussi, mais ça va être diffusé de façon sur l'Internet aussi. Mais de quelle modalité? Alors, les étudiants pourraient venir sur place ou peut-être il y a une façon de connecter. Oui, exactement. Je vais discuter ça avec mes collègues. Merci. Merci de le garder en tête. Donc, pendant votre présentation, j'imaginais des applications et là, je me disais, est-ce qu'il y a. En tout cas, j'imaginais une application qui pourrait être un peu plus en lien avec l'évaluation de politique publique ou l'évaluation d'intervention. Et là, j'imaginais que, par exemple, s'il y avait des projections qui étaient faites donc, par rapport à des données historiques sur un problème de santé donnée. Et que tout d'un coup, le gouvernement mettait en place un programme de dépistage. Et donc, on pourrait, par exemple, regarder pour les 10 années suivantes les données réelles et regarder ce qu'aurait donné par rapport aux projections si on n'avait rien changé. Oui. Est-ce que ça pourrait être une application? Oui, bien sûr. La projection, c'est comme si toutes les forces historiques restent les mêmes. Alors, ça pourrait indiquer le besoin d'une intervention. Si les projections mènent à un futur qui n'est pas souhaitable, par exemple, ça indique. En fait, pour le poids corporel, il y avait beaucoup de débats parce que, en fait, il y avait plusieurs interventions qui étaient mises en place et quand même, les données et les projections indiquent une hausse continue. Alors, d'un côté, les gens semblent coupables. Ils disent que, mais si on met des millions, on a déjà investi les millions et la tendance n'a pas changé. Mais on peut poser l'argument aussi que la tendance aurait pu être pire si les interventions n'étaient pas mises en place. Alors, c'est sûr que les interventions représentent peut-être des changements, peuvent représenter des changements fondamentaux dans les tendances,
Mais dans ce cas, la projection pourrait être interprétée comme une base de référence dans l'absence de l'intervention. Ou si les interventions étaient déjà en place, ça indique l'effet continu de toutes les interventions qui sont déjà en place et les suppositions qui vont, l'effet de ces interventions vont continuer. Et aussi le besoin des interventions peut-être plus fortes, par exemple. Alors, nous avons 3 questions en ligne, mais je vais juste poser une question pour commencer, parce qu'il y a aussi des questions ici. Donc, la première question, c'est pour l'incidence du cancer, pourquoi on se base tellement sur les projections depuis 2010? Et parce que, mais la réponse pour est parce que les données après 2010 ne sont pas disponibles. Mais la raison pour ça, je ne sais pas exactement. Je pense que ils sont en train peut-être de réviser le codage des données ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas nous qui traitons les données brutes, on reçoit les données du ministère de la Santé. Alors, pour l'explication de la latence, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais d'habitude, normalement, il ne devrait pas être si long. D'habitude, dans les pays autour du monde, la latence est 3 années. Mais 8 années, c'est une situation particulière. En fait, c'est anciennement, on avait le registre des tumeurs. Le registre des tumeurs a été remplacé par le registre des cancers. Okay. Et dans cette transition-là, entre les deux, je pense qu'il y a eu des difficultés dans la transition et dans les données qui étaient insérées dans le registre des cancers. Fait que je pense que ça explique la raison pour laquelle. Oui, c'est ça. Merci. Je suis sûr que les gens travaillent fort, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui passe. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la surveillance du poids sur l'obésité. Oui. Vous avez dit que le vieillissement n'entraîne pas une augmentation de l'obésité. Oui. Est-ce que sur la courbe qu'on a vue, il y a une augmentation de 17% de tendance historique? Est-ce qu'on connaît quel groupe d'âge qui fait augmenter cette tendance à l'obésité, qui augmente beaucoup plus rapidement que l'objectif de réduction de 2%? Oui, bien Est-ce sûr. qu'on connaît quel groupe d'âge qui fait augmenter l'obésité? Oui. L'obésité augmente de plus. Oui, bien sûr. En fait, le modèle, je n'ai pas présenté les détails, mais en fait, on a fait des projections séparées par groupe d'âge et sexe. Et la projection que j'ai montrée, c'est l'agrégation de toutes les projections. C'est comme ça qu'on était capable de décomposer l'effet d'âge, parce qu'on a fait des projections séparées pour chaque groupe d'âge. Et en fait, l'obésité augmente dans tous les groupes d'âge. Alors, et c'est une contribution de tous les groupes. Alors, il y a ce problème d'augmentation de poids corporel dans tous les groupes d'âge. Les interventions visent plutôt les jeunes parce que ça, c'est peut-être la base. Si on peut instaurer les bons habitudes de vie dans les jeunes, ça pourrait enchaîner une diminution de poids corporel dans tous les groupes d'âge, ensuite dans le futur. Mais l'ampleur, est-ce qu'elle est comparable, l'ampleur de l'augmentation? Je dois penser. J'ai vu un peu la contribution en ampleur. Je sais qu'il y a une tendance d'augmentation de la prévalence dans tous les groupes d'âge, mais c'est sûr que le hausse de prévalence et aussi c'est pondéré par la taille de chaque groupe d'âge. S'il y a beaucoup de gens dans les groupes 65 ans plus, ça va pondérer le résultat en plus. Mais je ne peux pas dire la pondération exacte. Je peux trouver les chiffres si tu es intéressé. Mais je ne les ai pas en tête. Vous avez mentionné la qualité des données des pays scandinaves qui était meilleure. Comment on explique ceci? Est-ce que c'est une question de ressources, de priorisation, de la santé publique? Ça, je ne sais pas, mais il semble que les qualités des données et les pratiques de surveillance sont de très bonne qualité dans ces pays. Et pour expliquer ça, je ne suis pas sûr. Sur l'historique ou la situation culturelle, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas dire. Mais même pour, si tu vas dans
le Human Mortality Database, qui a les données des décès. C'est aussi les pays scandinaves qui a les données des années 17 000, par exemple, 1700. Alors, c'est incroyable. Pourquoi? Je ne suis pas certain. Il y a encore 2 questions en ligne. Donc, la première, c'est pour la projection de poids corporel, est-ce possible d'inclure à la fois le poids autodéclaré et le poids mesuré? C'est une bonne question. On entre dans les détails. On a utilisé le poids autodéclaré seulement parce qu'il y a la plus grande disponibilité des données. Pour faire les projections, dans notre approche, on avait besoin d'une série temporelle si longue que possible. Et c'est le poids autodéclaré qui est le plus facile à mesurer, qui est le plus disponible. Si on utilisait le poids mesuré, c'est disponible peut-être je ne suis pas sûr, mais il y a beaucoup moins de points temporels. Il y a un grand décalage entre les poids autodéclarés et les poids mesurés. Alors, on ne peut pas mélanger les deux. En fait, il faut corriger nos résultats qui sont le poids autodéclaré. Alors, en 2010, je pense, le prévalence d'obésité était alentour de 16%. Mais ça, c'est le poids autodéclaré. Et en fait, le biais est estimé d'être 8%. Alors, la vraie prévalence d'obésité est probablement alentour de 25%, par exemple. Alors, il y a un grand biais entre le poids autodéclaré et le poids mesuré, et on ne peut pas mélanger les deux. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils corrigent le poids autodéclaré pour qu'il ressemble au poids mesuré, qui est le vrai poids. Puis la dernière question avant de terminer, c'est en se basant sur les projections, à quel degré les cibles de la politique gouvernementale en prévention sont réalistes? Les cibles? Est-ce que les cibles de la politique gouvernementale en prévention sont réalistes? Personnellement, je n'ai pas encore fait des projections pour évaluer ces cibles. Peut-être avec l'été, quand la prochaine version du budgétaire va sortir, on peut essayer de faire cet exercice. Je sais que dans le programme, ils ont dit que les cibles étaient basées sur les données et les projections. Mais je n'ai pas fait partie à cette équipe. Alors, peut-être la réponse, c'est à voir. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, professeur Lowe. Vous êtes un excellent communicateur. Votre présentation était vraiment très intéressante, très instructive. Alors, merci énormément aux personnes qui ont participé au séminaire, les personnes à distance et les personnes présentes dans la salle. Juste pour vous inviter à notre prochain séminaire qui va être le 7 mars 2019 avec Dr. Régent Dion du Laboratoire de santé publique qui va porter sur l'utilisation des données de labo-vigilance du Laboratoire de santé publique du Québec aux fins de vigie sanitaire et de surveillance épidémiologique. Donc, et j'en profite pour vous mentionner également qu'on est en train de planifier la programmation pour la prochaine saison, donc l'automne 2019 et l'hiver 2020. Et si parmi vous, parmi les personnes qui assistent aussi à distance, parmi vous et vos collègues, vous aviez des propositions à nous faire sur des thématiques de surveillance, de futurs séminaires qu'on pourrait organiser, on va être heureux de recevoir vos propositions. Alors, merci beaucoup, puis bonne préparation pour la tempête de demain. Merci, au revoir.